Bonjour à tous, merci d'être présents. Très heureux de participer à nouveau cette année à cette incroyable journée organisée par Triptyque. Chaque année, c'est un nouveau challenge, c'est plus de personnes, une communauté qui explose, et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir y participer chaque année. Alors, on va accélérer un petit peu l'introduction, parce qu'effectivement, on a une démo assez riche. Chaque année, on essaie d'aller un peu plus loin, de se mettre la barre un peu plus haut. Donc de se mettre, parce qu'en fait on est deux, hein, donc je vais me présenter, Anthony Costesec, je suis sur la région, je suis solution architecte chez Nutanix, et je suis toujours accompagné de mon collègue Christophe Geoffrey. Donc on aime bien le faire quand même ensemble sur scène, donc là cette année c'est un peu plus compliqué, hein, la vie Bonjour à est tous. souvent imprévisible, et nous a amené à ce qu'effectivement un imprévu fasse que mon collègue soit à distance. Donc on a réussi à mettre ça en place en espérant que tout se déroule pour le mieux, hein. Donc là, on va prier plus que le démogod, hein, on va aller beaucoup plus loin. Donc déjà, désolé s'il se passe un peu des choses pendant cette présentation. On va essayer que ça se déroule au mieux. Et que ça soit l'année prochaine, il y aura un hologramme, c'est promis. Donc Christophe Geoffrey, également solution architecte et expert spécialiste sur la partie DevOps Automation et le périmètre aussi IoT, et on se passe la main régulièrement sur les dossiers. L'agenda. Alors l'agenda, très simple, hein, on l'avait dit, on voulait vraiment faire un focus démo, retour d'expérience, cas concret. Donc on va quand même vous présenter qu'est-ce que c'est Nutanix, parce que j'ai demandé, effectivement, il y en a encore qui ne connaissent pas forcément Nutanix, donc je vais vous présenter quand même rapidement ce que fait Nutanix, et puis on passera sur ce retour d'expérience autour du développeur, et finalement lui permettre de pouvoir s'exprimer au mieux, hein, de pouvoir simplifier son accès à un environnement de développement, et de faire ça à la demande. Et on terminera par des questions-réponses. Donc Nutanix, on parle d'une plateforme. Donc déjà, c'est très important pour Nutanix, on parle d'une plateforme. L'entreprise a été créée en 2009. Aujourd'hui, on est plus de 5000. En France, ça représente une équipe de 140 personnes à peu près. On a un petit peu plus de 15 000 clients aujourd'hui. Et donc, l'entreprise a été créée par finalement des ingénieurs qui venaient du monde des GAFA, donc des grands du web, on va dire. Donc certains venaient de chez Google et avaient travaillé sur la partie Google File Service et Google File System. D'autres venaient de chez Facebook, avaient travaillé sur la base de données NoSQL Cassandra. Et donc, dans ces contextes-là, on leur avait donné finalement comme mission, comme feuille de route, de construire une application, un logiciel, un service qui devait pouvoir évoluer en fonction de ce qui allait se passer, et que c'était plutôt imprévisible, et que donc ça pouvait démarrer petit et ça pouvait aller très loin. Donc dans ce contexte-là, il fallait finalement porter toute l'intelligence dans le logiciel, rendre la partie matérielle complètement abstraite et laisser le logiciel s'exprimer. Et dans ce contexte-là, en 2009, certains de ces ingénieurs se rencontrent et se disent pourquoi ne pas amener ce type de technologie pour les entreprises à travers le monde et ne pas les laisser que, effectivement, pour ces grands du web. Ces principes peuvent s'appliquer à tout le monde. C'est comme ça qu'est né Nutanix. Donc ce qu'on veut, finalement, c'est simplifier les infrastructures, vous permettre de vous concentrer sur cet aspect plateforme et de pouvoir consommer des services. À quoi représente, finalement, qu'est-ce que Nutanix, qu'est-ce que ça représente? Ça va représenter ce logiciel, puisqu'on est un éditeur de logiciels, hein. Ça va représenter la capacité pour votre DSI, pour votre système d'information, de pouvoir se lancer et s'accélérer dans cette démarche, alors un peu galvaudée, hein, qu'on appelle transformation digitale. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accélérer la numérisation des process et donc de mettre à disposition une plateforme qui va vous permettre de fédérer l'existant, de pouvoir entamer une étape et une démarche de modernisation des infrastructures, de mettre ce socle qui vous active cette approche plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette plateforme, vous allez pouvoir activer des services en fonction de ce dont vous avez besoin, et ça chez vous. Donc c'est une plateforme qu'on peut appeler cloud dans le modèle opérationnel, donc vraiment dans la mise à disposition des ressources, donc cette approche cloud, que vous allez pouvoir rendre concrète chez vous, dans vos data centers. Et ensuite, avoir la possibilité d'hybrider, puisque vous le voyez en termes d'infrastructures, c'est dispersé aujourd'hui. On retrouve des infrastructures dans les data centers, des souscriptions dans le cloud public, du edge. Aujourd'hui, on retrouve du edge, hein, dispersé à travers le monde. L'idée, c'est de pouvoir fédérer tout ça. Et surtout, c'est de vous permettre d'activer ces services et de finalement vous concentrer sur la consommation de ces services. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas de projet d'intégration
Vous ne partirez pas sur des projets massifs autour de la mise en place de la containerisation, du stockage objet, de la microsegmentation, de l'automatisation. C'est des services à activer. Donc vous allez vous concentrer en termes de projet sur l'utilisation de ces services et pas sur des projets d'intégration, de maintien en conditions opérationnelles, de montée de version, etc. Tout ça est simplifié et géré par la plateforme. Et ça vous permet de vous concentrer effectivement sur vos applications. Ça, c'est ce qu'on appelle chez Nutanix la plateforme cloud d'entreprise. C'est tout. Donc maintenant, on va passer au concret. Donc le concret, on a appelé ça en fait One Click Dev, puisque c'est un petit peu l'ADN de Nutanix, de rendre les choses simples, dans une approche One Click. Alors One Click, c'est pas nous, hein. Il y en a d'autres qui l'ont utilisé avant, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir facilement déployer, consommer des services. Et donc là, aujourd'hui, le cas d'usage est centré autour des développeurs. Donc on a effectivement rencontré un certain nombre de clients depuis toutes ces années, et autour du développeur, qu'est-ce qu'on a finalement retenu comme réel besoin pour pouvoir travailler au quotidien? Bien sûr, heureusement, coder, ça reste quand même essentiel, donc avoir cet environnement de travail dans lequel il va pouvoir coder librement, utiliser ces outils. Bien sûr, avoir à disposition un repository. Ça c'est l'effet zoom, hein. Désolé. Donc effectivement, avoir accès à un repository d'entreprise dans lequel il va pouvoir versionner son code et pouvoir effectivement mettre en place le travail collaboratif dans l'entreprise. Deuxième grand besoin, tester. Bien sûr, une fois qu'on code, il faut qu'on puisse tester. Et c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué autour du test, c'est d'avoir accès à un environnement de test. Un environnement de test dans lequel on peut faire ce qu'on veut, qu'on ne soit pas bridé. Et donc cet environnement de test doit avoir un certain nombre de services disponibles. Et notamment le fait de pouvoir déployer des containers, le fait d'avoir accès à du stockage persistant, de pouvoir faire du S3, d'avoir accès à des bases de données, enfin il faut pouvoir librement tester dans un environnement cloisonné son code. La mise en place de pratiques DevOps, c'est très important une fois qu'on a ces différents environnements. Donc un repository d'artefacts, la possibilité de pouvoir mettre des pratiques DevOps comme l'intégration continue, hein, le premier enjeu, passer sur de la livraison continue entre le repository et effectivement l'environnement de test du développeur. Et les deux dernières grandes tendances qu'on a vues apparaître, le vrai besoin qu'on a eu régulièrement, c'était effectivement la partie d'être notifié, d'avoir accès à ce système de notification qui vous permet de savoir ce qui se passe, d'avoir le suivi dans un outil finalement d'entreprise et de pouvoir communiquer avec les équipes de développement, parce que c'est un peu souvent dispersé. Donc on retrouve des outils comme Slack, hein, traditionnellement, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi Teams de Microsoft. Et le dernier de besoin, qui est finalement le plus compliqué, c'est cet aspect Anywhere. Donc le fait que les développeurs disent « moi j'ai besoin de pouvoir développer n'importe où, n'importe quand je veux ». Et ça c'est aujourd'hui, je pense, en tout cas de ce qu'on a pu voir avec nos clients, l'enjeu le plus complexe. Parce que dans la DSI, il y a des process, il y a des règles de sécurité, et c'est souvent le plus compliqué. Et dans cet aspect-là, on va avoir besoin de manipuler des load balancers, de la sécurité, la publication sur Internet de ces services, et surtout effectivement maîtriser ce contexte de sécurité. Donc on va avoir tout ce qui est gestion d'autorité de certification, publication des certificats, révocation, enfin, rien de nouveau, hein, tout cet aspect autour de la sécurité. Donc par rapport à ces besoins-là, en fait, on a effectivement un client avec un cas concret dans lequel on a eu besoin de mettre en place toute cette approche autour de quelque chose de très simple à consommer. Alors là, pour les besoins de la démo, on a quand même réduit un peu ce scope, hein, pour vous montrer un peu la démarche, mais après, il suffit d'itérer dessus pour vous montrer l'essentiel. Et donc, dans ce contexte, on va vous présenter un certain nombre d'outils. Donc, sur l'aspect codé, voilà, après, c'est tous les outils, hein, Visual Studio Code, ce qu'on veut, pas de religion. L'aspect repository de code, les pratiques DevOps, la partie intégration continue, la partie livraison continue, le repository d'artefacts, GitLab, hein, on fait simple, ça marche très bien, donc GitLab. La partie environnement de test, là c'est Nutanix, donc on va avoir la capacité d'avoir ce portail self-service, le fait de pouvoir déployer tout ça, donc l'accès à tout ce qui va être déploiement des clusters de containerisation Kubernetes, la partie stockage, la mise à disposition de bases de données as a service, tout ça, ça va être Nutanix. L'aspect notification, Slack, voilà, rien de magique. La partie Anywhere, là, ça va être manipulation de load balancer avec Traffic, hein, pour tout ce qui va être publication et accès à Internet, et puis une CA d'entreprise, etc., etc. Donc finalement, ce qu'on va amener avec Nutanix, c'est toute cette gestion de l'environnement de test à la demande, provisionné, et surtout, la possibilité d'avoir un outil qui va vous créer finalement tout le processus, qui va automatiser toute cette séquence-là, parce qu'on va manipuler tout un tas d'éléments. Le Traffic, la partie GitLab, tout ça va se faire de façon automatique à travers des calls API, etc. Et donc l'outil qui va vous permettre de concrétiser toute la démarche, de finalement numériser tout ce processus, est effectivement un outil Nutanix.
autour de l'automatisation. Donc maintenant, on va passer au concret. Je vais passer la main à Christophe. Donc là, on va passer... Hop, il est toujours là, magnifique. Je suis toujours là. Hop, et on va passer sur son écran. Hop, tac. Et en plus, ça marche. À toi, Christophe. Magnifique, merci Anthony. Alors, la démo qu'on a préparée aujourd'hui, comme disait Anthony, elle est basée en fait sur quelque chose qui a été monté par un de nos clients et qui nous a beaucoup impressionné. En fait, en se basant sur notre architecture Enterprise Cloud, ils ont monté une sorte d'environnement self-service pour leurs développeurs. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu l'expérience qui est capable d'avoir un développeur chez ce client. Donc, aujourd'hui, un développeur qui veut lancer un nouvel environnement de développement, il va se connecter sur l'interface Nutanix chez le client. Donc, comme on peut voir ici, donc je vais juste me connecter sur mon environnement. Et en fait, il va aller dans le portail d'application directement. Donc, on va pas perdre de temps. On va aller directement sur ce portail-là et il va consommer ce qu'on appelle dans notre langage une application ou un blueprint d'application qu'ils ont appelé, en fait, nous, on l'a renommé très simplement One Click Dev. Donc, on va cliquer sur cette application-là et on va demander de la lancer. On va lui donner un nom. Aujourd'hui, on est au D-Days, donc on va être très imaginatif et donc on va appeler cet environnement de développement D-Day et on va lancer le déploiement. Alors, on voit qu'on peut potentiellement choisir un certain nombre de caractéristiques liées à cet environnement-là. Par exemple, ce client travaillait énormément sur les notions de containers, donc à chaque fois qu'on déploie un nouvel environnement de déploiement, on va associer un cluster Kubernetes qui va être déployé à la volée. Donc je vais créer ça. Donc on a vu qu'en termes de démarche, c'est relativement simple. En quelques secondes, on peut demander de manière complètement autonome, le développeur le fait lui-même, la création d'un nouvel environnement de développement. Et puis c'est tout, ça démarre et il va commencer à déployer tout ça. Donc ça, finalement, c'était un catalogue de services. C'est la DSI qui s'est outillée et qui propose ce catalogue de services avec certaines actions possibles de déploiement de services automatisés. Exactement, c'est le catalogue de services. Alors, pendant que ça se déploie, parce qu'il y a un certain nombre de tâches de déploiement qui vont se faire de manière complètement automatisée, je vais juste vous représenter très rapidement l'infrastructure sur laquelle on se trouve. Donc, Anthony vous l'a présenté en introduction. C'est une infrastructure, une plateforme qu'on qualifie de cloud d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de reprendre le concept des clouds publics, que ce soit Amazon, Google, Azure, j'en passe et des meilleurs, et de proposer en local une plateforme qui soit aussi souple et aussi scalable qu'un cloud public et surtout la capacité de le consommer sous forme de service. Aujourd'hui, vous avez un tableau de bord qui est complètement unifié sur lequel je me suis logué à l'instant, sur lequel on peut voir tout un tas de statistiques de la plateforme et on va pouvoir regarder ça à tout un tas de niveaux. On pourrait par exemple aller très très bas niveau, regarder des informations sur la partie matérielle. On est chez nous, donc on a quand même un certain nombre par exemple de serveurs qui sont installés, qui sont agrégés grâce au logiciel Nutanix. On pourrait avoir des visions sur toute la partie stockage, par exemple, où on peut après remonter dans les couches. Par exemple, si je regarde une vision machine virtuelle, un petit peu comme sur un compute engine, sur un cloud public, bah là, je suis capable de voir toutes les instances de machines virtuelles. Je vais peut-être faire un filtre rapidement sur un mot-clé comme d'idée pour voir ce qui se passe. Et je vois que j'ai un certain nombre de machines virtuelles qui viennent d'être démarrées, qui sont basées sur le blueprint que j'ai lancé. En fait, là, on a le cluster Kubernetes dédié à l'environnement de développement d'idées que je viens de demander, qui est en train de se créer. Donc, c'est des choses qui sont automatiquement en train de se faire en tâche de fond, et ça fait partie des différents services qui sont disponibles dans la plateforme. Donc, ça, c'est des choses qui sont automatisées. Par exemple, la création d'un environnement Kubernetes se fait automatiquement via un service qui s'appelle chez nous Carbon. Carbon, c'est notre Kubernetes as a Service Nutanix qui permet de déployer par exemple des clusters Kubernetes production ready, complètement opérationnels dans la plateforme. C'est un des multiples services que quand on regarde un petit peu les différents services qui sont disponibles, on a vu qu'on peut faire tourner de la machine virtuelle, avoir du stockage, avoir des containers, faire de l'automatisation, avoir du stockage objet aussi. Donc tout un tas de services que les utilisateurs vont pouvoir utiliser, les développeurs surtout, dans leurs projets au quotidien. Alors, si vous avez vu comme moi, il y a une petite notification qui vient d'apparaître en haut à droite. J'ai reçu un message dans Slack un instant qui me dit que mon nouvel environnement d'idées vient juste d'être créé. Et donc, j'ai un cluster Kubernetes qui a été associé. Donc, il me donne automatiquement le fichier kubeconfig que je vais télécharger.
très rapidement, voilà, en cliquant sur mon bouton de téléchargement, et je vais directement l'installer sur mon poste de travail. Donc je suis en local, je vais prendre un terminal, je vais prendre le fichier qui vient de se télécharger, voilà, il est dans le répertoire download, et je le mets dans le répertoire que vous connaissez tous si vous utilisez un petit peu Kubernetes, dans lequel je viens stocker mes fichiers de config. Je vais juste tester que l'environnement fonctionne correctement. Je vais demander un kubectl cluster info pour voir déjà si mon cluster Kubernetes répond. Donc là, j'ai un cluster Kubernetes qui vient d'être configuré directement. Si je regarde le nom des nodes, c'est bien celui qui est associé à mon environnement d'idées. Alors, je reviens rapidement sur mon message. Il m'avait donné un certain nombre d'autres informations. Je vois que j'ai aussi un groupe GitLab qui a été créé automatiquement pour mon environnement. Donc, je peux me connecter dessus. Et je vois là que j'ai voilà, un NXLab d'idées, donc le groupe d'idées qui vient d'être créé dans mon portail GitLab directement. Et si je vais un petit peu plus loin, je vois aussi que j'ai un environnement de load balancing qui a été déployé, qui a été configuré pour mon domaine global. Donc, j'ai un alias de domaine qui s'appelle did.nxlab.fr. Donc, ça, c'est notre nom de domaine de démo qui est disponible. Et je peux même avoir le tableau de bord de contrôle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive directement sur le tableau de bord du load balancer. Pour l'instant, j'ai uniquement une seule route qui est créée. On reviendra tout à l'heure pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est les différents outils que les développeurs avaient besoin, et en fonction de leur choix, c'est ça qui est important, on n'impose rien. Le client avait des habitudes sur des outils du marché, sur des outils open source, sur des choses qu'il utilisait déjà, et on a automatisé cette approche self-service autour des besoins du développeur basé sur ces usages-là. Donc là, du coup, Christophe, si je fais pas d'erreur, après avoir cliqué, donc tout cet environnement, il est provisionné, il est disponible. Là, si je comprends bien, tu n'as pas de VPN. Là, du coup, tu as récupéré ton fichier kubeconfig et tu te connectes directement dessus. Pas de contraintes Exactement. particulières. D'accord, donc je pourrais le faire n'importe où, de ma tablette, à partir On du pourrait moment où j'ai mon proposer Slack. des services à des gens à l'extérieur de manière extrêmement simple aussi. D'accord. Donc là, tout ce que je montrais au début, publication sur l'extérieur, tout ça, c'est fait automatiquement dans cette blueprint finalement, dans ce one Alors, click. exactement. En fait, si on regarde un petit peu le moteur d'automatisation, on a cette fameuse blueprint que j'ai déployée avec mon environnement d'idées. Je peux aller à la source de la blueprint, et en fait, on retrouve le moteur d'automatisation de Nutanix qui a pris les différents objets, que ce soit le cluster Kubernetes, l'interaction avec Slack, la partie trafic, tous les services externes, et qui, en fait, est venu automatiser tout ça. Donc, on a créé, le client a énormément participé à cette création, à une sorte de carcan d'automatisation qui vient faire dialoguer les différentes briques entre elles, venir s'interfacer avec les différents composants externes pour avoir un point central d'automatisation, de déploiement de tout l'environnement. Oui, donc là, effectivement, j'ai pas eu à changer tout mon écosystème d'outils. J'ai récupéré tout ce que j'avais d'existant chez moi. Je les ai tous reliés entre eux avec cet outil-là. Et du coup, maintenant, tout fonctionne plus naturellement que si j'avais toutes ces opérations à faire manuellement. Exactement. On a vu tout à l'heure, on est parti d'une plateforme qui était vierge, on avait juste déployé ce fameux blueprint, et au bout de quelques minutes, on a déjà un environnement qui est complètement opérationnel avec un cluster Kubernetes qui est disponible, et en plus une interaction avec les différentes briques dont le développeur avait besoin. D'accord, donc là, effectivement, j'ai cette sensation un peu cloud. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler du cloud, hein, c'est vrai. C'est le mot un peu qu'on a partout. C'est vrai que dans mes précédentes expériences, ce cloud, j'en ai pas souvent vu la couleur des nuages, mais là, je commence à toucher un peu la chose du doigt. Mais allons plus loin. Du coup, est-ce que tu as une application? Est-ce que tu as quelque chose à montrer de concret? Est-ce qu'on peut commencer à jouer avec cet environnement? Là, maintenant, il est là, il est prêt. Exactement. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre une application que j'avais construite il y a quelques mois pour un événement Nutanix précédent. Elle est sur mon portable en local, donc je vais directement aller dans mon répertoire Temp. Allez, une application qui est ici. Alors, c'est une application, c'est un système de vote en ligne qu'on a développé dans une approche microservice. Il y a un certain nombre de composants, et là, je peux la prendre telle quelle. En fait, j'ai un certain nombre de manifestes Kubernetes qui étaient déjà dans mon application, qui sont présents ici. Et ce que je vais faire, je vais juste demander, vu que j'ai mon environnement Kubernetes qui fonctionne correctement, je vais juste demander de déployer cette application, par exemple. On va voir ce qui se passe. D'accord, donc du coup, tu as un frontal, une partie base, un back-end, etc., pour gérer un peu le résultat de ces votes et tout ça, là. Et les publications Donc des là, je vois qu'il a règles. pris tous mes composants et qu'il est en train de les déployer directement sur l'environnement. Et par contre, du coup, attends, parce que là, tu as pris ton application telle quelle, tu l'as poussée dans l'environnement qu'on vient juste de créer, là.
T'as pas d'adaptation à faire? Le Kubernetes qu'on a déployé là, il n'est pas un peu custom, il n'est pas modifié? C'est la version Alors, le, officielle? alors le Kubernetes qu'on a déployé, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un Kubernetes qui est relativement récent, on est en version 1.15. C'est un Ah ouais, Kubernetes c'est qui est récent. complètement ce qu'on appelle vanilla, c'est-à-dire qu'il a subi aucune modification par rapport à la souche Kubernetes qui est proposée par Google. L'idée, c'est vraiment de proposer une expérience, je dirais, originale de la partie Kubernetes. Le gros intérêt de ça, c'est que ça permet de venir s'intégrer avec, je dirais, la grande quantité d'outils de l'écosystème autour de l'environnement Kubernetes. Je vais prendre un exemple tout simple. On a énormément de systèmes de dashboard, de systèmes de visualisation graphique qui existent aujourd'hui pour se connecter sur Kubernetes. Il y en a un qui est relativement récent, qui est sympa, qui s'appelle Lens. Je ne sais pas si tu le connais, Ah oui, qui est très effectivement, très graphique. c'est super On va le sympa ça, ouais. lancer Ouais. sur mon environnement local. On va voir ce que ça donne. Donc là, il vient juste d'être lancé. Je vais regarder. Donc il a trouvé mon kubeconfig file. Il voit que j'ai juste mon contexte d'idée du cluster que j'ai créé. Je vais le rajouter. Et là, on va voir qu'on a pris un outil lambda. Il va se connecter sur l'environnement de manière extrêmement simple. Hop, je vois mes différents nœuds. Je vais aller encore plus facilement dans les différents workloads. Je vais D'accord. filtrer sur mon namespace par défaut. Et je vois que l'application là qu'on a lancée en déploiement, j'ai mon système de vote, le système d'affichage des résultats, le backend DB, la partie Redis, mon worker d'analyse. Donc tout ça, ça a été déployé sur mon environnement. On voit en plus que les états maintenant, ils sont tous running. Alors qu'on vient de les lancer il y a quelques instants, ça date de moins d'une minute comme on le voit. Et donc tout ça pour te dire que c'est une expérience vraiment Kubernetes originale. Ça, c'est un outil comme un autre, hein. Je pourrais en prendre d'autres. Il y a un outil que j'aime bien aussi en À ligne de K9S, commande qui s'appelle ouais, K9S, qui est un outil bien. ligne de commande pour donner des visions sur le cluster. Là, je vois que voilà, j'ai mes pods qui tournent. C'est extrêmement simple. Euh, Du Chose coup, importante aussi sur ouais. l'application. Et oui, l'application, parce Tu que m'as du demandé coup, sur l'application. L'application, c'est une application que j'avais développée, qui est une application, je dirais, qui est un petit peu multilangage. On avait fait ça pour faire une démonstration d'une approche microservice. On a mélangé un petit peu tout ce qu'on pouvait imaginer. Cette application, en fonction des différents composants, vous avez vu, il y a la partie result, il y a la partie vote, il y a la partie worker, etc. On utilise à la fois du Python, du JavaScript, du .NET. On a des composants externes comme Redis et Postgre. Donc là, on a fait un gros mélange des genres. Tout ça pour montrer que globalement, on n'est pas lié à une technologie, on n'est pas lié à un runtime particulier. Les développeurs vont c'est pas pouvoir limité. faire leur choix, continuer à utiliser les langages, les frameworks sur lesquels ils ont de l'expérience. D'accord. Et du coup, ça donne quoi? Parce que là, tu l'as déployé, mais le site, est-ce qu'il est vivant? Alors, on va aller voir. Donc, globalement, on publie automatiquement la partie. Donc, on a dit qu'on avait un domaine qui s'appelait did.nxlab.fr. Moi, j'ai juste publié une application qui s'appelle Vote. On va lancer ça, on va voir ce qui se passe. Et voilà, j'ai mon application qui est disponible sur un domaine qui est The externe. Best Là, Mobile vous pourriez, Operating System? D'accord. ouais, là, vous pourriez vous connecter directement depuis n'importe où sur la planète sur cette URL-là. Ça a été publié directement. Si je jette un coup d'œil, je vois que je suis sécurisé. J'ai un certificat qui est valide. On n'a pas triché, hein, c'est bien signé par un route officiel. Donc voilà, c'est des choses qui se sont faites de manière complètement automatisée dans le workflow de déploiement de l'environnement. Donc là, je peux D'accord. cliquer typiquement sur mon système de vote. Voilà, je vais aller voir les résultats en changeant de composant, hop, directement. Et là, je vais voir que tout fonctionne correctement. Voilà. Comment ça, là? Il faut que je vote. Ah, C'est il pas... faudrait que tu votes aussi, Ah ouais, il faut que je exactement. vote. Il faut rééquilibrer les forces, là. Voilà, voilà. Donc là, expérience relativement simple. J'ai pris une application existante. Ouais, donc là, J'ai c'est utilisé les lignes de public. commande que je connaissais. Je l'ai poussé automatiquement sur mon cluster Kubernetes qui avait été déployé dans mon environnement. Et j'ai profité de tous les réglages qui avaient été faits autour. La partie load balancer a été intégrée directement dans le cluster Kubernetes. Alors, ce que je ne vous avais pas montré non plus dans la partie GitLab, hein, directement quand le groupe a été créé, on a aussi mergé directement le cluster Kubernetes dans la partie GitLab. Donc là, c'est le cluster Kubernetes qui a été déployé en même temps que l'environnement. Ça permettrait automatiquement, on verra tout à l'heure quand on va aller un petit peu plus loin dans la démarche autour du CI/CD, donc ce client utilisait GitLab de manière intensive. On intègre directement les clusters Kubernetes. Ça permet de faire De la ce qu'on appelle livraison. de l'auto-DevOps
dans la partie GitLab, voire d'aller sur l'exécution locale de runner, de choses comme ça pour les différents workflows de la chaîne CI/CD. Je commit mes modifications en dev et ça part directement dans mon cluster de dev. Exactement. Et j'ai rien fait. On n'a C'est- pas fait grand-chose, c'est bien l'intérêt. Alors maintenant, moi j'ai. Ok, c'est super ça, mais ça me fait un peu peur là. Tout ça, maintenant c'est dispo. J'ai même pas eu à attendre plusieurs jours, voire quelques semaines. C'est déjà disponible, je peux déjà jouer avec, mais est-ce que je peux le casser? Est-ce que ça va pas. Est-ce qu'on n'est pas 12 000 sur le même truc là? Est-ce que ça va pas impacter d'autres collègues là? Ce cluster Kubernetes, ces services que tu m'as mis à disposition, si je joue et que je les casse, est-ce que mes collègues autour vont être impactés? Alors non, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, cette approche One-Click Dev, elle permet de provisionner automatiquement un environnement qui est dédié à cet utilisateur. On est sur une approche complètement multitenant, c'est-à-dire que demain, une autre personne se connecte sur l'environnement, demande un nouvel environnement, on aura un deuxième cluster Kubernetes qui sera créé spécifiquement pour ce développeur, si on le souhaite, et donc on n'est pas obligé de faire partager les ressources. On a la plateforme de base, un petit peu comme sur un cloud public, hein, et après, les différentes ressources vont être associées aux différents utilisateurs. D'accord, bah, c'est juste incroyable. Donc là, j'ai commencé à jouer avec tout ça, super. Bon, maintenant, je viens de rentrer dans cette équipe là, cette équipe de fous furieux. Je vois personne à la machine à café, j'imagine qu'il doit y avoir un truc. Du coup, maintenant, je voudrais travailler avec eux. Comment je peux faire là? Comment je crée un projet là dans ce super GitLab et que on puisse tous se mettre à travailler ensemble? Voilà, exactement. Alors ça, c'est des choses que notre client a aussi pris en compte, hein. Directement, en fait, dans le système d'automatisation, si je reviens sur mon environnement d'idées que j'ai déployé, on a la capacité d'intégrer ce qu'on appelle aussi des éléments de cycle de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'instant T quand je déploie l'environnement, mais qu'est-ce que je peux être amené à faire après? Et par exemple, on a une action qui s'appelle créer un nouveau projet. Donc là, je vais vous la lancer directement dans le portail Nutanix, mais ce genre d'actions, elles sont complètement interfaçable avec des API REST. Dans le cas du client dont on parle, D'accord. cette interface s'est faite directement avec le système de messaging d'entreprise, c'est-à-dire qu'il pourrait, dans Slack, faire une demande, créer un nouveau projet en parlant directement au bot, et on aurait cet environnement qui serait lancé, cette action spécifique de cycle de vie. Donc là, je vais la lancer manuellement, et donc cette action qui s'appelle créer un nouveau projet va me poser un certain nombre de questions. Donc déjà, comment s'appelle mon projet? Donc je vais l'appeler par exemple voting, qui correspond à l'application. Et aussi, on pourrait avoir des besoins spécifiques de briques d'infrastructures supplémentaires. Par exemple, je sais que dans le futur, je voudrais faire évoluer mon application pour intégrer du stockage S3 pour être capable de faire un dump de mes résultats une fois que mon vote est terminé directement dans un bucket. Donc là, je vais lui demander pourquoi pas de me créer un bucket spécifiquement lors de l'environnement. Je pourrais aussi intégrer tous les services qui sont potentiellement disponibles sur la plateforme Nutanix. On a parlé tout à l'heure en introduction de la capacité de déployer tout un tas d'éléments. Par exemple, on est capable de gérer nativement des bases de données. Donc, on pourrait demander d'avoir une base de données managée. Et donc là, on peut rajouter, on imagine, un menu qui dirait Waouh. qu'est-ce qu'on veut rajouter comme base. Donc, tout ça, c'est les bases qui sont gérées nativement par la plateforme Nutanix. C'est-à-dire que je peux demander à avoir une base Oracle, une base SQL Server dans les différentes versions qui sont supportées. Et donc, en fonction des choix qu'on ferait, on aurait cet environnement qui serait déployé à la volée en même temps que le projet. Et le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une expertise spécifique sur le déploiement de la base de données, du bucket S3 ou des choses comme ça. Lorsqu'on va lancer, par exemple, là, je vais lancer la création de mon projet, automatiquement, le moteur d'automatisation, il va relancer un certain nombre de tâches. Alors tout ça, c'est des choses qu'on peut suivre très facilement. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail des interfaces aujourd'hui parce qu'on a quand même une session qui est relativement courte. Mais là, ce que vous voyez, c'est notre moteur d'automatisation. Et pour chaque tâche qu'on lance, on l'a vu tout à l'heure pour la tâche de création, on peut avoir un audit de toutes les tâches qui se sont passées en étant capable de rentrer vraiment très bas niveau dans les détails des différentes tâches. On peut voir les différents scripts, les différentes intégrations qui pourraient être lancées. Par exemple, je peux rentrer dans le détail de l'ajout du groupe, du cluster, par exemple, dans le groupe GitLab. Donc, c'est une action REST qui se fait. On aurait comme ça le retour d'informations, les messages qui sont passés. Si je vais sur la partie créer un nouveau projet, je vois aussi toutes mes interactions, donc les actions créer un nouveau projet qui ont été lancées. Je vois tout ce qui se passe directement. Donc ça, Alors, j'ai vu que j'ai c'est une l'expérience. notification Ouais, du coup, supplémentaire que j'ai reçue. c'est bien l'expérience du Et donc là, je développeur. viens de recevoir un nouveau message. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai un nouveau projet qui a été créé. Donc, ce projet s'appelle Voting. Il me donne des informations comment je peux faire pour utiliser le projet qui a été créé Godot GitLab. Donc, typiquement, si je veux partir de rien, créer un nouveau repository, il me donne rapidement le code. Ou si je veux pousser un projet existant, il m'explique comment faire. Il me dit aussi que j'ai un bucket S3.
qui a été créé, qui s'appelle aussi Voting. Donc, pour essayer de se connecter dessus, donc je vais juste cliquer sur l'URL, il va me lancer mon client. Il m'a donné mes clés d'accès automatiquement pour me connecter sur mon Bucket S3. Donc, je vais juste... Donc, du coup, ce Bucket S3, il est public. Il est public. On peut choisir. Là, c'est vrai que dans le contexte de la démo, il est privé. On pourrait très bien décider de le partager derrière le load balancer via un simple choix lors du déploiement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me connecter dessus. On voit que le Bucket S3, il existe parce que j'ai pu me connecter dessus. Je vais prendre quelques fichiers qui sont sur mon bureau. Je vais essayer de les pousser directement dans l'environnement. Donc là, je vais vous montrer la fenêtre de transfert qui était ici. Donc là, il est en train de s'authentifier, de me pousser les différents fichiers sur l'environnement. Alors, il faut voir que tout ça, ce Bucket S3, par exemple, il est supporté par la plateforme Nutanix derrière. Donc, si je me remets sur ma console cloud, je vais dans la partie service, je regarde le stockage objet. Je vais aller voir que dans mon object store qui s'appelait Bucket, qui est affiché ici, j'ai un certain nombre de buckets qui ont été créés, dont un tout nouveau qui s'appelle Voting, et dans lequel il y a pour l'instant un objet de 3 mégas 8, c'est le fichier que je viens d'envoyer. D'accord. Alors ensuite, tu me demandais comment on faisait pour travailler de manière collaborative par-dessus ce projet-là. Donc c'est simple, j'ai mon projet existant qui est en local. Alors si je reviens sur ma partie GitLab, je vais voir que j'ai un projet cette fois-ci qui a été créé dans mon groupe d'idées. J'ai un projet voting qui vient d'apparaître qui est ici. Je vais revenir sur mon message pour prendre les instructions, donc comment l'utiliser. Je vais essayer de lier le projet voting que j'ai déjà créé. Donc je vais juste prendre les instructions pour me connecter sur cet environnement-là. Je vais prendre mon shell, mon projet voting, il était ici. Je vais juste prendre les quelques commandes et les lancer. Là, qu'est-ce qui se passe? Il va juste initialiser la liaison avec GitLab de mon projet existant, pousser le projet directement dans le GitLab et on va retourner dessus. On va aller sur l'environnement. Ah là, ça y est, mes collègues le voient, ils peuvent commencer à travailler avec moi. Cliquer sur Voting et tous mes collègues, voilà, ils voient mon code arriver directement dans l'environnement. Donc les gens vont pouvoir commencer à travailler de manière collaborative sur ce code-là. Et on voit en plus que le système de CI/CD qui était déjà en place dans l'environnement, il a déjà démarré. Donc si je regarde au niveau de mes pipelines d'intégration, j'ai un build qui a démarré pour venir construire les différents composants de mon application. Je pourrais le suivre directement générer mes dans containers. l'environnement. Ok. Voilà, j'ai un build du code qui est en cours de déroulement directement dans l'environnement GitLab. Ok. Donc je dirais, la boucle est bouclée. On est parti d'un environnement qui était complètement vierge. On est venu créer un environnement complètement à la demande pour permettre aux développeurs de venir tester ces projets. Et ensuite, on est allé sur une intégration plus globale dans une optique travail d'équipe en ayant des choses qui soient complètement fédérées et industrialisées. Ok, alors maintenant on sait comment ça se passe. Hein. On a cette liberté là. Je peux me mettre à cliquer, à me provisionner des environnements de test, à plus savoir qu'en faire. Peut-être à part si la DSI m'a mis des limites. Ça, heureusement qu'il garde quand même à un moment donné le contrôle sur tout ça. Mais effectivement, là, on le sait tous, à un moment donné, on clique, on provisionne dans tous les sens, on crée des enregistrements, tout se fait tout partout. Maintenant, quand des projets sont abandonnés ou qu'il faut faire un peu de ménage, je sais que d'expérience, on laisse beaucoup d'horreur derrière soi. Comment ça se passe là? Si on abandonne quelque chose, tout reste public, tout est publié. Comment le ménage s'opère? Non, c'est vrai que de la même manière, vu qu'on gère le cycle de vie, ce qui avait été intégré dans l'environnement de ClickDev du client, c'est la capacité aussi de décommissionner tout ça. C'est-à-dire que si on revient sur notre système d'automatisation initial, qu'on regarde notre fameux environnement d'idées, si je clique dessus, je vais être capable de demander aussi tout simplement, alors je l'ai dans les actions de cycle de vie ici, je peux aussi le cliquer ici, la partie suppression. Et qu'est-ce qui va se passer quand on demande une suppression? C'est qu'il va reprendre un petit peu à l'envers toutes les actions qu'il a créées. Donc globalement, on va demander le nettoyage du cluster Kubernetes. On va commencer à nettoyer les différents load balancers et au bout d'un certain temps, toutes les briques qui étaient déployées ne répondront plus. Si je vais sur le système de vote, au bout d'un moment, ce système de vote, il sera plus publié sur Internet. Il va supprimer les différentes machines virtuelles. On voit là les différentes tâches qui sont en train de s'exécuter à droite. Il est en train de faire un nettoyage complet de l'environnement qui avait été créé. Toute la partie S3, tout le cluster Kubernetes, tout ça va être nettoyé et toutes les ressources vont être libérées pour les autres développeurs. Exactement. Ah ouais, d'accord, ok. C'est excellent.
Du coup, bah, là, on arrive au bout de cette incroyable démo. Hein, on est dans le timing, on est quand même pas trop mal. C'est quand même pas mal. Finalement, bah, si je reviens sur hop, tac, démo. Si je reviens sur effectivement l'idée, bah, c'était de vous montrer un peu que tout ça pouvait être rendu accessible et concret, et surtout que ça permettrait à l'entreprise de pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui fait sens aujourd'hui pour l'entreprise, qui est quand même le métier, l'innovation, et de pouvoir effectivement passer plus de temps et de pouvoir motiver effectivement les équipes à pouvoir innover et à être libre finalement de pouvoir rentrer dans cette démarche. Alors c'est vrai que notre client, il voulait qu'on lui fasse un petit clin d'œil, Christophe, je crois, hein. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que le client sur lequel on a, je dirais, travaillé sur cet environnement de One Click Dev et donc dont vous démontrez une version allégée de ce qui a été développé avec lui, bah, il a demandé qu'on lui fasse un petit coup de pub parce que lui, il travaille énormément sur des projets innovants. Donc on va vous passer une petite vidéo pour terminer, qui en plus est rigolote, sur un des projets innovants qu'il est en train de développer basé sur cette plateforme de environnement de développement à la demande. Je vais Une te lancer application, la vidéo, s'il te plaît, Anthony. voyons voir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tous ces nouveaux projets émerger autour de l'IoT, de l'intelligence artificielle. L'année dernière, on vous annonçait effectivement ce partenariat et autour du cas de Compass Group, autour de la restauration et l'accélération de l'encaissement pour la restauration d'entreprise. Et cette année, effectivement, on a ce partenariat qu'on annonce avec Ardis autour d'applications innovantes, autour de tout ce qui est supply chain, logistique et manufacturing. Et effectivement, pour finir, ce qu'on s'est aussi rendu compte avec tous ces projets autour de l'innovation, c'est qu'au final, le fait de pouvoir trouver de l'autonomie, de la maîtrise, être propre maître de son environnement, laisser à la DSI le contrôle finalement de cet environnement, parce que bien sûr, c'est quand même maîtrisé au niveau sécurité, au niveau des ressources mises à disposition, mais que l'utilisateur final, le développeur, se retrouve en capacité de maîtriser cet environnement de test, il puisse faire ce qu'il veut avec, qu'il n'y ait pas de limitation particulière, qu'il ait un but fourni par l'entreprise et qu'il le motive à être dans cet aspect autonome autour de son métier, fait qu'aujourd'hui, on retrouve cette motivation encore plus présente chez l'utilisateur final. Et c'est ça qu'on aime beaucoup finalement chez Nutanix, c'est ces challenges et ce partenariat technologique qu'on va avoir avec nos clients pour finalement les aider au quotidien et représenter un petit élément qui leur permette ce succès qu'ils vont avoir dans un avenir très proche. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous à 13h40. Donc Philippe Incharmant va faire une présentation dans la loge 1 autour de cette thématique, donc du time to market, la notion de choix. Je vous invite vraiment à participer à cette présentation. Je vous dis encore une fois merci. Ça s'est plutôt pas trop mal bien passé, hein Christophe? Je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Ça me semble pas mal, je ne sais pas ce que ça donnait de votre côté, mais... Je te remets en plein écran. Merci à vous. Ça fait 39 minutes et 48 secondes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Si vous avez des questions, on a un petit peu dépassé le temps des questions, n'hésitez pas, on a notre stand juste en bas. Et s'il y a des questions, venez me voir, je suis disponible. Merci Christophe, on te libère. Bonne journée à tous. Incroyable.